Tu as plusieurs sujets de rapport à l'argent qui vont venir s'immiscer dans quelqu'un qui veut développer son activité d'accompagnement. Tu as le premier, le plus évident, c'est le rapport à son prix de vente. Si je ne suis pas confortable avec l'argent, ou que j'en ai manqué, ou que je l'ai jugé négativement dans mon enfance, ou que je trouve que les riches c'est mal, etc., j'applique une émotion négative sur l'argent, et plus encore, je compare mon prix de vente à mon compte en banque. Je prends toujours un petit peu ce même exemple à la con, très imagé, très exagéré. Imaginons que tu vas résoudre un problème pour un émir qatari qui pèse des milliards. Okay, il a un problème à 100 millions par an. Tu peux le résoudre en 1 minute et tu lui demandes 1 million. Si tu n'as aucun problème de rapport à l'argent, tu te dis 1 million pour un milliardaire sur un problème qui lui coûte 100 millions par an, c'est un extrêmement bon deal. Pour lui et pour tout le monde. Si tu as des problèmes de rapport à l'argent, tu vas commencer à te dire 1 million alors que moi je gagne le SMIC, ah non c'est trop, je peux pas. Et puis 1 million en 1 minute, c'est sale, c'est honteux, c'est mal en fait. Et tu viens placarder des émotions humaines sur l'argent. Tu viens essayer d'apporter une espèce de justice divine sur l'argent qui n'est qu'une mesure de la valeur produite dans un monde capitaliste. Et tu essayes de comparer ce qui n'est pas comparable. Une infirmière, pourquoi elle est mal payée alors qu'elle est hautement essentielle à notre planète ? Parce qu'il y en a beaucoup, il y a beaucoup de gens qui veulent faire ce métier, on les forme très facilement, alors très facilement, tout est relatif par rapport à un ingénieur nucléaire si tu préfères. En fait, on est sur quelqu'un d'extrêmement remplaçable. Et c'est pour ça que ça vaut rien, et c'est pour ça qu'elles sont mal payées, et c'est pour ça qu'elles sont martyrisées. Alors tu n'auras plus aucune, ça va nous péter la gueule, mais ça c'est un autre débat. Et en fait, tu vois, c'est ça, c'est mélanger des débats qui n'ont pas lieu d'être. Les métiers les mieux payés ne sont pas les plus essentiels. Les métiers les mieux payés, c'est ceux qui arrivent à produire le plus de valeur capitaliste dans un instant donné. On pourrait débattre des heures pour savoir si c'est bien et si c'est mal, mais c'est là tout le fond du problème. On s'en fout que ce soit bien ou mal. Si tu as un service qui peut changer profondément la vie de quelqu'un, c'est de ta responsabilité d'y appliquer le juste prix pour pouvoir aider sincèrement et vraiment cette personne, pour avoir du temps à lui consacrer, ce qui ne t'empêche pas d'aller faire plein de bénévolat à côté pour des gens qui n'ont pas les moyens. Mais si je facture pas 1 million à mon émir du Qatar, comment est-ce que je trouve le temps d'aller faire du bénévolat sincèrement ? Et c'est ça le problème. Si on parle vraiment d'accompagnement où tu vas y passer énormément de temps, même si tu es extrêmement dans le sacrifice, tu vas facturer ça à minimum quelques centaines d'euros, au lieu de quelques milliers que tu devrais facturer. Ok, pour les gens profondément dans le besoin, 300, 400, 500 euros, c'est déjà trop cher. Ils peuvent déjà pas, ça les bute déjà. Donc en fait, pourquoi tu choisis pas des gens qui voient la valeur différemment et qui peuvent payer ? Tu factures le vrai prix que ça vaut et que c'est censé valoir pour te respecter, pour t'honorer, pour respecter les années que tu as passées à apprendre et pour respecter le niveau de problématique que tu résous. Et derrière, rien ne t'empêche d'aller aider des gens gratuitement. Moi, c'est ce que je répète toute l'année à nos clients. Faites du très cher, faites du gratuit, faites rien entre les deux, ça n'a pas de sens. Il y a des gens qui vont arriver, oui, mais les livres, oui, mais les petites formations à 19 euros. C'est un écosystème marketing qui n'a rien à voir ici. On n'en est pas dans ces questionnements-là. Là, le questionnement, c'est le prix de ton accompagnement, le prix de ton service. Du moyen cher ne rend service à personne. C'est pas bon pour l'entrepreneur, c'est pas bon pour le client, c'est pas bon pour le marché. Tu ne rends service à personne. On voit beaucoup les prix du B2B et du make money. Et donc, on voit les masterminds internationaux qui valent 100 000 et on se dit, ah, mais jamais de la vie, je peux vendre du coaching PNL ou de l'hypnose, etc. sur ces prix-là. Ben oui, encore heureux. En fait, c'est pas censé. Et à part si t'es Tony Robbins et que tu coaches Nadal, et tu peux lui demander 1 million parce qu'en fait, le fait qu'il réussisse son match, ça va lui en rapporter 100 en sponsoring derrière. C'est toujours, le prix existe dans un contexte. Dans le contexte de la résolution d'un problème. Et probablement que si tu es sur un sujet qui n'a rien à voir avec l'argent et que tu t'adresses à ce qu'on appelle le B2C, business to consumer, donc de consommateur, monsieur, madame, tout le monde, les bons prix à étiquette, parce que moi je ne jure que par ça, c'est ça ma thèse business, ça va être quelque part entre 1500 et 5000 euros selon ton expertise, ton ancienneté, ta notoriété et le niveau de problème que tu résous. Et en plus de ça, tu peux te dire que tu commences à 1000, tu accompagnes 3 personnes, tu les aides, elles sont contentes, tu te dis, ça vaut quand même un peu plus. Et là, tu vas mettre 1200. Et tu montes jusqu'au moment où tu arrives à un prix où tu sens que tu as atteint la limite pour les personnes en face de toi, tu sens que tu as atteint la limite pour toi-même,
Et surtout, pour être dans un espèce d'écosystème légitime où le prix est cohérent par rapport à la valeur apportée, par rapport à la valeur perçue, par rapport à ton expertise, et tu te dis, bah, là, j'ai atteint mon juste prix, je l'ai atteint progressivement, je suis pas obligé de monter mes prix tout de suite, je suis surtout pas obligé de monter mes prix indéfiniment, mais tu peux y aller comme ça progressivement et tu trouves le bon prix pour toi qui n'est pas déraisonnable. La première chose, c'est vraiment très objectivement de trouver le coût de non-résolution. Qu'est-ce que ça coûte à la personne de ne pas résoudre le problème qu'elle veut résoudre, que ce soit avec moi ou quelqu'un d'autre, hein, c'est pas le sujet. Qu'est-ce que ça lui coûte pendant 1 mois, 1 an, 5 ans, 10 ans? Et on voit très vite que si on résout un problème qui est bien positionné pour des personnes qui en ont vraiment besoin, bah, le coût de non-résolution à 2 semaines, il est rarement très élevé, mais à 1 an, ça commence à devenir extrêmement sérieux. Tu vois, si tu ne résous pas un problème de santé, par exemple, avec un spécialiste de la santé, tu vois, qui soit côté complètement médecine ou côté complètement médecine douce, etc. Bon, à moins que ce soit un problème immédiat qui nécessite plutôt d'aller aux urgences que de voir un accompagnant, bon, c'est un problème intermédiaire. 1 semaine, coût de non-résolution, rien. Ah bah, préfère garder mes 2000 balles. Hein. 1 mois. Ah, ça peut commencer à m'embêter un peu, mais je préfère garder mes 2000 balles. 1 an. Ah tiens, peut-être que je peux plus courir après mes gamins. Mais bon, j'aime bien mon canapé, je garde mes 2000 balles. 5 ans. Ah, je suis plus là. Ah mince. J'ai foutu ma vie en l'air pour 2000 euros. Et là, je prends exprès une caricature extrême diabolique. Hein. Genre, si tu me donnes pas 2000 euros, tu vas mourir dans 5 ans. Mais le sujet de fond, il est là, en fait. Je suis tombé il y a pas longtemps sur des cliniques privées pluridisciplinaires qui aident à la fois avec de la médecine allopathique traditionnelle et des médecines douces et des médecines ancestrales et des coachings, etc., des personnes qui ont des enjeux de fertilité. Quel est le niveau de coût de non-résolution de ce truc-là? Est-ce que tu penses que ça devrait valoir 200 euros le fait, quand le monde entier t'a dit que tu pourrais jamais avoir d'enfant, de peut-être finalement y arriver? Mais en fait, malheureusement, si les personnes ne sont pas prêtes à y mettre le prix, est-ce que c'est juste? Non. Mais ça veut pas dire que toi, tu dois brader ton service. Et moi, j'aimerais bien que ces cliniques-là, elles vendent à 25 000 balles, et à côté de ça, elles fassent des bourses gratuites, elles fassent du bénévolat, elles aident profondément des gens, tu vois. Mais par contre, si elles font des prix pas chers, bah, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'elles vont avoir trop de gens, elles vont pas pouvoir les aider correctement, les professionnels ne seront pas respectés, ils vont être cramés, on va se retrouver dans le système de santé traditionnel où malheureusement, les gens ils seront broyés, tu vois. Et ils sont pas broyés parce qu'on a des mauvais professionnels, mais c'est parce que le système est mal conçu pour les soutenir. Et ben, un prix élevé soutient le professionnel dans sa pratique. T'as plein d'émotions extrêmement négatives sur l'argent. Les plus connues, c'est les riches sont méchants. Si je deviens riche, je deviens méchant. Les riches sont des connards. La réalité derrière ça, je l'ai déjà expliqué plusieurs fois sur cette chaîne, c'est que la plupart des gens ne sont pas gentils, ils sont soumis à la société parce que leur statut social ne leur permet pas de révéler qu'ils sont des connards. Et donc quand on leur donne de l'argent, ils ne sont plus soumis, ils deviennent des connards, ils se révèlent qui ils étaient vraiment. C'est pas l'argent qui les a changés, l'argent les a révélés. L'argent est un amplificateur de qui on est. Tu as aussi l'argent ne pousse pas sur les arbres, donc c'est pas possible d'en avoir avec facilité. Parce que vu que moi, dans ma famille, c'était difficile d'en avoir petit, bah en fait, si moi maintenant j'en ai facilement, je renie les efforts de ma famille quand j'étais petit. Tu vas voir énormément ça dans des familles, notamment d'ouvriers par exemple, tu vois, où les parents ont travaillé extrêmement dur parce qu'ils n'avaient pas le choix pour réussir à mettre du pain sur la table de leurs gamins. Et leurs gamins, en fait, ils vont systématiquement écarter, sans même s'en rendre compte, hein, toutes les opportunités faciles ne veut pas dire sans travail ou sans effort, tu vois, mais qui ont l'air pas trop compliquées. Pourquoi? Parce que, mais si c'est si simple de gagner de l'argent, qu'est-ce que ça dit de mes parents? Et qu'est-ce que moi je vais commencer à en penser? Et qu'est-ce que ça dit de moi? Et en fait, je suis en train de renier quelque part le schéma familial et je ne peux pas l'accepter. Alors que la bonne façon de voir ça, c'est juste, ben, tes parents, ils n'avaient pas le choix. Ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Peut-être qu'il y avait d'autres opportunités, mais ils ne les connaissaient pas, ils ne les voyaient pas, ils n'auraient pas pu s'en saisir de toute façon. Toi, tu as la chance de pouvoir, donc tu as la responsabilité de pouvoir. Et justement, c'est honorer et respecter le sacrifice qu'ils ont fait de ne pas le reproduire, si tu en as la possibilité. Globalement, quand on évolue, on a l'impression que à un moment, on va sortir de la matrice, entre guillemets, tu vois. Que les gens qui ont de l'argent qu'on va fréquenter seront différents, nous on sera différents, le regard des autres sera différent. On a vraiment ce truc de une fois que,
alors il y aura ça. Et plus on avance, plus on fait sauter de verrous et de blocages, plus on se rend compte d'un truc, c'est que c'est extrêmement décevant. Avoir plein d'argent, c'est pratique, mais ça rend pas du tout plus heureux. Je pense même que objectivement, j'étais plus heureux quand j'en avais moins. J'avais aussi moins de possibilités dans la vie, j'avais moins de possibilités d'accomplissement, de réaliser des trucs, etc. Alors là, la vie était plus simple. J'ai rencontré des gens brillants qui faisaient de l'argent pas n'y change rien. Et j'ai rencontré des gens qui avaient énormément d'argent, ils sont pas toujours brillants, ils sont pas toujours intéressants. Et la plupart du temps, ils sont même beaucoup moins intelligents que ce qu'on pensait. En fait, c'est des gens juste un peu têtus. Et vraiment, quand tu passes des sphères, que tu passes le regard des autres, que tu arrives à oser des trucs, tu te rends compte que les gens qui ont réussi ce que tu veux atteindre sont exactement comme toi. Ça a un côté rassurant, parce que ça veut dire que moi je peux aussi, mais ça a aussi un côté décevant. On pensait qu'il y avait quelque chose après, tu vois, quelque chose de plus, quelque chose de différent. Non. Le Jérémy d'aujourd'hui, par rapport à le Jérémy d'il y a 15 ans, il se lève le matin, il ouvre son ordinateur, et il pianote ses trucs sur son ordi, en jogging, en disant des trucs qu'il pense sur Internet. Le Jérémy d'aujourd'hui et d'il y a 15 ans, il fait la même chose. Son quotidien est le même. Ça n'a pas changé. Oui, je peux me payer des trucs plus chers à manger si je veux. Oui, je peux partir en vacances dans des endroits plus sympas. Oui, j'ai pas peur de pas pouvoir payer ma facture d'électricité. Oui. Encore une fois, l'argent enlève de la friction qui peut être un frein au bonheur. Mais l'argent ne rend pas heureux. L'argent enlève des épines qui peuvent rendre malheureux. Et je voudrais vraiment qu'une bonne fois pour toutes, on fasse sauter ce truc de si je passe ce palier, si j'ai ce déclic, si je saute un truc par rapport au regard des autres, etc., alors il y a un monde qui s'ouvre à moi. Pas tellement. C'est juste que d'un coup, toutes les opportunités financières deviennent réalistes dans notre tête et atteignables. Si je dis pas de bêtises, parce que en général quand je parle de trucs de cerveau humain et d'anatomie, ça part toujours en cacahuète un peu parce que c'est pas ma spécialité, mais il me semble que c'est le système d'activation réticulaire, c'est le bordel scientifique derrière la loi de l'attraction. Alors la loi de l'attraction, ce que tout le monde dit, c'est oui, je vais m'asseoir par terre, je vais visualiser, manifester, je vais chanter Kumbaya et je vais attirer à moi. Ce que la plupart des gens oublient, c'est que dans leur truc de manifestation, il y a toujours l'action éclairée. Sans action, pas de résultat. Tout ça se base sur quoi ? Je pense qu'on a tous vécu au moins une fois ce truc où je vais m'acheter une voiture, je vais la voir, et elle est jaune canari. Et là, je suis là, putain, c'est vachement rare une voiture jaune canari, c'est extraordinaire, j'en avais jamais vu. Et là, tu rentres chez toi, sur le chemin du retour, en 15 minutes, t'en vois 12. Ça, c'est le système d'activation réticulaire. C'est ton cerveau s'est câblé sur un filtre de perception pour voir un truc en particulier. Quand tu dépasses tes blocages sur l'argent, ton cerveau se câble pour voir et accepter les opportunités qui étaient déjà là, mais que maintenant tu identifies. Ça, c'est le truc qui change profondément. Tout le reste est assez décevant parce que c'est assez normal, en fait. Puis en plus de ça, on s'habitue à tout. Il y a une phrase que j'ai répétée souvent sur cette chaîne à chaque fois qu'on parle de ces sujets-là que j'aime beaucoup. C'était dans une interview sur Rolling Stone Magazine entre deux célébrités. Et c'est en haut de la montagne du succès, il n'y a que toi et tous les efforts que tu as fait pour en arriver là. Vraiment, il n'y a rien après, il n'y a rien au-dessus, il n'y a rien derrière. C'est le même toi avec des croyances en moins et éventuellement de l'argent en plus. Les premiers milliers d'euros changent radicalement la vie parce que ça enlève les freins lourds à un certain niveau de bonheur. Mais tout ce qui se passe après, c'est cool, mais c'est juste cool. Il faut une autre raison d'aller le chercher, sinon c'est très décevant. La première chose, c'est que les gens nous regardent toujours à travers le prisme de comment eux, ils vivent leur vie. Je crois que c'est Hormozy qui descend dans une interview sur tous les gens qui t'aiment pas. C'est en fait tout commentaire négatif, tout retour négatif pourrait être traduit par tu vis ta vie d'une façon dont je n'aimerais pas vivre la mienne. Oui. Précisément. Heureusement. Et tu n'es pas obligé de le faire. Et je ne suis pas obligé d'avoir les mêmes désirs que toi. La plupart des gens dans l'accompagnement et dans le care sont bloqués dans une espèce de polarité bien mal, où il faut être pauvre et se sacrifier pour sauver l'autre parce que tu as un don d'aider, machin. Est-ce que la personne qui a vendu son âme et qui vend des produits digitaux et qui fait 1,5 million avec du dev perso,
qui aide des milliers de personnes chaque année, certes de façon payante, mais qui les aide profondément, plus qui a l'argent de faire des événements gratuits, qui fait du bénévolat, plus qui intervient dans une école, etc. Est-ce qu'elle est meilleure ou moins bien que la personne qui est en train de se sacrifier à vendre des séances à 30 balles? Alors, est-ce qu'elle est meilleure ou moins bien? En fait, la réponse évidente, c'est qu'en fait, ni l'un ni l'autre, on s'en fout, c'est des humains, et en fait, on ne juge pas des humains en fonction de ça. Par contre, si on regarde l'impact positif, probablement que la personne qui a décidé d'en faire un business aura beaucoup plus d'impact positif et sur beaucoup plus de gens que la personne qui veut rester coincée dans ça c'est bien, ça c'est mal. De toute façon, dès qu'on polarise quelque chose, il en ressort que du négatif. C'est toute la spécialité de Pierre David, de l'Académie de la Haute Performance, dont je vous recommande vivement au moins les ouvrages. Ils sont tous dispo sur Amazon. Et effectivement, ce que je refuse chez l'autre, je l'interdis chez moi. Et moi, à chaque fois que je suis dans une phase où ça c'est pas bien, ça marche pas parce que moi je suis gentil donc je peux pas, c'est un blocage que je dois déconstruire. Ça veut pas dire que ce que je jugeais négativement, d'un coup je vais commencer à le faire. Mais quand j'arrête de le juger et que je le dépolarise, je m'autorise à en prendre ce qui est bon et à jeter le reste, à ne plus y appliquer aucune émotion qui n'ont rien à faire là, et donc je peux grandir et progresser. Je peux donner un exemple de ça. J'ai une valeur justice assez élevée, genre ce qui est juste c'est bien quoi, faut pas que ce soit injuste, sinon c'est pas bien, ça m'énerve un peu des fois. Et à une époque dans mon industrie, il y a beaucoup de gens qui pour pousser leurs appels de découverte, tu vois, qui sont des appels de vente, disaient c'est un coaching gratuit offert. Et ce truc-là marche extrêmement bien. Les gens veulent un coaching gratuit offert. Et moi, ça m'énervait parce que je suis là, mais c'est faux. C'est un appel de vente. C'est pas un coaching offert. Et quand j'ai réussi à dépolariser ce truc, j'ai pu me dire, mais comment on pourrait rendre ça vrai? Au lieu de dire c'est mal, il faut pas, parce que c'est un mensonge, ok, comment on rend ça vrai? Ah bah tiens, maintenant on va vendre en 2 appels. Le premier est un coaching offert. Si ça fait sens à la fin de ce coaching offert, on va proposer un appel pour présenter nos services dans un 2e temps. Et donc maintenant je peux te dire, viens en appel, viens sans carte bleue, c'est un coaching gratuit, on va mettre de la lumière sur où tu en es, voir si on peut t'aider. C'est la vérité. Je n'ai pu appliquer cette solution que parce que j'ai dépolarisé le c'est bien, c'est mal, il faut pas. Si je juge ceux qui s'autorisent à gagner de l'argent en aidant les autres, je me prive d'une façon alignée pour moi de gagner de l'argent en aidant les autres, et c'est pas forcément la même que le voisin, mais je placarde, c'est forcément mal. Non, c'est pas forcément mal, peut-être que la façon de faire du voisin me plaît pas, mais peut-être que j'ai le droit de m'autoriser à trouver une façon à moi dans ce cas-là. Et que c'est pas gagner de l'argent le problème, c'est cette façon ne me plaît pas. Comment est-ce que je fais pour créer 1 million d'euros de chiffre d'affaires d'une façon qui me plaît, qui est alignée avec mes valeurs et qui aide les gens? Alors là, on parle de gros chiffres exprès, parce que bon, c'est une vidéo, il faut marquer un peu les esprits. Mais on pourrait se poser la même question avec 100 euros, tu vois. C'est pas la question. Le chiffre n'est pas important. La première chose, c'est celle qu'on a déjà dit. Tout commentaire négatif pourrait être résumé par « Bouh, tu vis ta vie d'une façon qui n'est pas comme la mienne et j'aime pas ça ». Bon, les haters sur Internet, c'est toujours les mêmes profils. Selon le métier que vous faites, selon si vous êtes un homme ou une femme, selon le pays dans lequel vous êtes, selon comment vous habillez, comment vous parlez, vous n'aurez pas les mêmes, mais vous verrez qu'une fois que vous aurez identifié les vôtres, vous aurez à peu près toujours les 3 mêmes. Ces gens ont un comportement agressif, risible, souvent à des heures de la journée qui nous font dire qu'ils sont en train de passer un très mauvais moment et on pourrait avoir de la peine pour eux. Et globalement, ils se comportent comme un enfant de 3 ans en train de faire une crise. Ils sont en train de vivre une tempête émotionnelle. Alors, quand c'est votre enfant qui vit une tempête émotionnelle, vous lui faites un câlin et vous l'accompagnez à traverser ça. Là, c'est des inconnus. C'est des inconnus de 3 ans qui font une crise sur Facebook à 4 heures du matin, un peu bourrés, après s'être engueulés avec quelqu'un de leur famille. En dehors du fait que c'est extrêmement triste pour eux, est-ce qu'on prend ces gens au sérieux? Si quelqu'un vient maintenant comme ça dans la rue, il toque à votre porte, et quand vous ouvrez, il dit « Bouh, c'est moche chez toi, ta peinture elle est moche ». Est-ce que vous prenez cette personne au sérieux? Ou est-ce que vous refermez la porte en disant « Mais il est complètement fou celui-là ». Les haters sur Internet, c'est les fous du fond du bus.
On peut les regarder crier, on peut les trouver rigolos, mais surtout on les prend pas au sérieux. On ne prend pas au sérieux les fous du bus. Donc si ça nous touche, on ne le lit pas. La majorité du temps, bloqué, supprimé. J'ai pas de conversation à avoir avec ces personnes-là. Et surtout, bien se rappeler que c'est des fous du bus de 3 ans en tempête émotionnelle. On ne doit pas les prendre au sérieux. C'est comme si on avait mis en cercle des petits singes et qui se lançaient leur caca. On se dirait pas, oh, il est en train de faire ça parce que je suis pas une bonne personne. Je dirais non, c'est un singe, il fait ce qu'il est en train de faire, quoi. C'est un petit singe, il est en train de lancer des trucs. Il fait des trucs de sa nature. Les haters sur Internet font des trucs qui définissent leur nature. Ce sont juste des gens paumés et tristes qui ont besoin que vous vous sentiez aussi mal qu'eux. On ne les prend pas au sérieux. J'ai des gens que j'ai connus dans mon enfance qui sont venus me mettre plein la gueule, publiquement sur Internet. C'est hyper désagréable, parce que c'est des gens avec qui t'as grandi, qui connaissent toute ton histoire, et qui s'en servent pour appuyer là où ça pourrait faire mal. Qu'ils aient raison ou tort, c'est même pas le sujet, tu vois. T'as des gens qui jugent en toi quelque chose que toi-même tu juges en toi. Et donc c'est dur là, à ce moment-là. Et après, il y a des gens qui disent juste des bêtises et en fait, on s'en fout. Plus ça fait mal, plus on peut aller regarder en soi, psy plus coach, je ne le répéterai jamais assez, pour voir pourquoi ça fait mal. Parce que si ça fait mal, c'est qu'il y a une part de moi qui croit que c'est vrai. Moi, il y a un commentaire que j'ai en permanence, c'est tu peux pas être riche, t'as même pas de quoi te payer un barbier. Alors déjà, les gars, j'ai jamais dit que j'étais riche. Hein. Je suis en France, chiffre d'affaires n'est pas profit dans ma poche, je vous le rappelle. Mais en plus de ça, je choisis d'avoir le poil de bouche décoiffé. Tu vois ? Donc ça ne me fait jamais mal ce commentaire, ça me fait rire. Mais alors, si certains commentaires me touchent, c'est qu'il y a une part de moi qui les reconnaît. Les gens qui nous aiment veulent notre bien. Mais ils le veulent d'une façon qui est confortable et surtout pas nouvelle. À partir du moment où c'est nouveau et différent, ça fait peur, il y a un risque. Les gens qui nous aiment ne veulent pas qu'on prenne un risque, ils vont essayer de nous écarter du risque. En nous persuadant et en se persuadant que c'est une très mauvaise chose et un très mauvais investissement. Si vous dites à quelqu'un « je vais aller faire un crédit immobilier à ma banque avec une mensualité qui est 1/3 de mes revenus, je vais retaper ce truc délabré dans un quartier pourri et je pense faire une plus-value », ils vont tous vous dire « Ouah, t'es devenu entrepreneur, c'est vachement bien, c'est vachement... » L'immobilier en France est extrêmement bien vu, donc même si je fais une opération toute pétée, tout le monde va me dire que c'est une super idée. Sauf des professionnels qui verront la différence, tu vois. En France, l'éducation, l'auto-éducation, le coaching, l'accompagnement, l'e-learning, c'est assez nouveau, c'est encore assez mal vu. On souffre de l'image extrêmement scammy des gens dans des paradis fiscaux qui arnaquent les gens et qui font des saloperies. Ou d'ailleurs qui font qu'une saloperie mais qui ont juste un lifestyle qui pue l'arnaque, même s'ils font les choses bien, il y en a aussi. Hein. Donc, même si je démontre un investissement extrêmement safe dans ces domaines, tous les gens qui ne connaissent pas ces domaines vont essayer de m'en dissuader parce qu'ils considèrent que c'est extrêmement risqué. C'est toujours une histoire de perception. Il n'y a pas 100% des gens qui prennent un coaching ou un accompagnement qui deviennent millionnaires. Hein. Très 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 loin de là. Ça ne veut pas dire que c'est un mauvais investissement. Le problème, c'est les attentes. Si tu dois retaper un bien, tu t'attends pas à faire 1 million de profit en une semaine. Et tu es capable d'identifier que si quelqu'un te promet ça, c'est un pignouf. Exactement la même chose en fait. Les métiers de l'accompagnement, que ce soit dans le B2B ou dans le B2C, ne devraient pas promettre trop. Les gens en face ne devraient pas avoir des attentes irréalistes. Et à partir de là, c'est un investissement en son âme et conscience envers quelque chose que je veux apprendre auprès de gens qui le comprennent. Et c'est à la lumière de ça que je décide si c'est un bon investissement ou pas. Parce que sinon, on pourrait aussi se dire j'ai fait une école de commerce, pas une top 3, et je suis pas milliardaire à la sortie, c'était une arnaque. Pourquoi est-ce que l'école de commerce, c'est pas une arnaque, alors que le coaching business en est systématiquement une? Mais parce que le coaching business, il t'a promis que tu gagnerais 10 000 € par mois dans 3 mois, alors que l'école de commerce, c'est-à-dire on va t'apprendre des compétences métiers.
Et dès que les métiers de l'accompagnement et du care arrêteront de promettre n'importe quoi dans l'argent, dans les relations, dans la santé, dans tous ces trucs-là, et diront juste je te transmets des compétences et je t'accompagne à les implémenter parce que je l'ai déjà fait et que je l'ai fait avec des gens comme toi, là tout de suite, la perception du marché sera radicalement différente. À partir du moment où j'ai des attentes irréalistes, j'ai forcément une déception derrière. Il faut un peu de candeur pour réaliser des grandes choses, mais pas trop. Moi j'aime bien dire x10 ce que tu veux atteindre et lâche prise sur le timing. Tu peux faire beaucoup plus que ce que tu penses. Ça mettra beaucoup plus de temps que ce que tu aimerais. Et il y aura probablement plein d'embûches sur le chemin. Mais ça vaut la peine. La peur de la réussite se manifeste à plein d'endroits. Encore une fois, ça vient de l'enfance et de comment j'étais éduqué, ce qu'on m'a raconté quand j'étais petit. Si on m'a dit « tu es un panier percé », j'ai peur que quand je réussis, je vais perdre tout mon argent. Si on me dit « l'argent rend méchant », j'ai peur que si je réussis, je devienne une mauvaise personne. Si dans ma famille, on juge la réussite, j'ai peur que si je réussis, ma famille va me rejeter. La peur de la réussite, c'est si j'arrive à ce stade, il va m'arriver tel truc mal. Ou je vais avoir tel nouveau problème que je ne sais pas gérer. Et c'est complètement sous-estimé que ce qui est important, c'est qui tu deviens sur le chemin. Et qui tu deviens sur le chemin est capable d'appréhender cette réussite. La réussite n'arrive pas en 24 heures. D'ailleurs, les rares personnes au monde avec le loto et les trucs comme ça à qui c'est arrivé, en général, ça se passe très mal pour elles parce qu'elles n'ont pas acquis les compétences qui vont avec leur niveau de succès. Pareil pour quelqu'un qui devient très célèbre très très vite. Mais en général, c'est extrêmement progressif la réussite, que ce soit en termes de notoriété, en termes de finances, en termes de plein de choses. Et vu qu'il y a une progression qui est relativement linéaire, on a le temps de s'habituer, on a le temps de développer des compétences, on a le temps de progresser, et donc ça devient beaucoup plus facile. C'est important que ça prenne du temps parce que ça nous permet de nous habituer aux différents paliers. Il n'y a pas de repas gratuit, il n'y a pas de raccourci, il n'y a pas de hack. Si c'était simple, tout le monde le ferait. Et l'idée est simple, c'est à la portée de tous, mais ça demande du travail, ça demande des efforts, beaucoup moins que ce que les gens pensent, mais beaucoup plus que ce que nous raconte Internet. Et encore une fois, c'est où est-ce qu'on veut aller ? Tu veux faire 2000 € de chiffre d'affaires mensuel avec ton métier digital ? C'est à la portée de beaucoup de gens. 5000, un peu moins de gens. 10 000, un peu moins de gens. Au-dessus de 20 000 de chiffre d'affaires mensuel, on est déjà sur plutôt des anomalies statistiques. Alors, moi, forcément, vu que je transmets ça et que je suis entouré de gens comme ça, moi, j'en connais une tonne. Mais à l'échelle d'une population, il y a déjà beaucoup moins de gens. Et alors, quand on est sur les chiffres d'au-dessus, il y a encore beaucoup moins de gens. Mais ça tend quand même à évoluer. Les méthodes se simplifient, je trouve. Il y a quelques années, les gens qui faisaient 1 million de chiffre d'affaires, on les comptait sur les 2 mains en France. Aujourd'hui, c'est les gens qui sont à 10 millions qu'on compte sur les 2 mains. Et on commence à en voir certains qui sont à 15, 20. Et le 1 million, il est à la portée de plus de gens. Et le 100 000 par an, il est à la portée de plus de gens. 50 000 par an, encore plus de gens. Vu qu'il y a de plus en plus de personnes qui ont monté la montagne, le sentier est de plus en plus praticable. L'exemple le plus marquant que j'ai en tête, et il est dispo sur la chaîne YouTube, c'est Marilyn. Marilyn, où c'était très 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 compliqué pour elle avant de nous rejoindre. Quand elle a entendu le prix la première fois, elle nous a traité de connards. Ensuite, elle est arrivée chez nous et elle a galéré. Pourtant, elle faisait tout bien, tu vois. Mais on voyait vraiment que c'est un truc qui bloquait en elle émotionnellement, qui l'empêchait d'eux. En fait, elle se sabotait. On fait un événement présentiel où je parle beaucoup d'argent. Ensuite, derrière, c'est à peu près la même période où je développais Ease, donc tout le programme qui doit faire 10-12 heures là, sur la relation à l'argent. Et là, alors que vraiment, il n'y a rien qui marchait. Marilyn, en 30 jours, nous fait, je sais plus exactement, mais 20 ou 30 000 € de chiffre d'affaires. Sophro, 20-30 000 en 30 jours. Ça n'avait aucun sens. Et des trucs comme ça, alors il n'y en a pas des tonnes, tu vois, mais il y a 2-3 personnes comme ça, où vraiment c'est rien, trop. Tu fais wow. Et ça, en général, c'est quand il y a un verrou qui saute sur la relation à l'argent, sur la relation à la vente, sur la relation à son prix. Et des exemples comme ça, j'en ai plein. Des gens qui galéraient à 1 000 € et qui d'un coup font 5-6 000. Des gens qui sont bloqués à 5 000 et d'un coup font 25. Encore une fois, c'est pas un miracle, c'est pas sans travail, c'est pas sans effort, tout le monde ne le fera pas, etc. Mais quand on fait sauter un verrou, c'est toujours ce genre de switch qu'on voit. C'est d'un coup, on a l'impression qu'on n'a rien changé et il y a un gros multiple qui vient se mettre sur notre chiffre d'affaires.
parce qu'on faisait tout bien, mais on se sabotait quelque part. Et quand on enlève ce sabotage, bah, on ouvre les vannes, quoi. Ça peut être foirer systématiquement mes appels au même moment, ça peut être sous-entendre dans mes contenus que j'ai pas la valeur que j'ai et qu'il faudrait pas me donner d'argent. Ça peut être dans une vidéo bien montrer que je ne crois pas du tout en ce que je fais. C'est de la subcommunication et du sous-texte qui viennent s'insérer à plein de petits endroits, l'air de rien, que je ne vois pas au premier abord, mais qui seront perçus de façon inconsciente par les gens en face de moi. La plupart pensent que vendre, c'est manipuler. Que vendre, c'est persuader, que vendre, c'est convaincre. Que je dois prendre quelque chose à l'autre et le faire adhérer à mon message. La vente, c'est une danse où on est côte à côte face à un problème et on essaie de trouver si on arrive à le résoudre ensemble. 3 règles dans la vente, qui ont été théorisées par un mec aux US à l'époque. Je précise parce qu'il y a tous les Français qui essaient de dire « Non, c'est moi qui l'ai inventé ». Non, tu l'as copié chez un mec aux US. Règle numéro 1, je suis là pour faire ce qui est bon pour la personne en face de moi. Règle numéro 2, ce qui est bon pour cette personne est probablement en dehors de sa zone de confort. Règle numéro 3, elle va tout faire pour se battre, pour rester dans sa zone de confort. Mon but n'est pas de la faire acheter, mon but est de la faire bouger. Si j'arrive à la faire bouger dans les bonnes conditions et qu'on a créé la bonne relation, alors elle veut acheter. Mais moi, elle doit ressortir d'un échange avec moi en ayant bougé, pas en ayant acheté. La pression de la performance, de toute façon, amène toujours à des catastrophes. On veut aller trop vite, on veut brûler des étapes, on veut forcer, on veut montrer qu'on est intelligent, on veut montrer qu'on sait. Le prospect en face ne se sent pas compris, c'est forcément un échec assuré. Partout où je me dis « il faut que », je vais faire une connerie qui va m'en empêcher. Partout où je lâche prise, je reste dans le jeu, je reste dans le care, et je peux profondément aider les gens. Le mérite et le labeur n'ont rien à voir avec les résultats. Des fois, j'ai dû travailler extrêmement dur pour passer des trucs, et il n'y avait aucun mérite à le faire. Il y a des fois où c'était extrêmement facile, et où vraiment j'ai pas compris, c'était trop simple presque. Je cherchais l'erreur, quoi. Il y a des paliers qui se passent de différentes façons. C'est pas en travaillant plus dur qu'on les passe en général, c'est en travaillant plus intelligemment. Travailler plus ne rend pas plus riche, ça rend plus fatigué. Il faut se sortir de la tête ce truc extrêmement franco-français et un peu allemand de il faut travailler dur pour mériter son succès. Le succès ne se mérite pas par la dureté du travail, mais encore une fois par ta capacité à résoudre des problèmes qui ont un plus gros effet de levier. C'est la notion d'input-output. Ce que je mets à l'entrée comme effort ou autre ressource, ce que je reçois à la sortie comme résultat. Au tout début, quand je démarre, je mets 5 d'efforts pour 1 de résultat. Au fur et à mesure je m'améliore, je mets 1 d'effort pour 1 de résultat. Et un jour, j'ai les bons effets de levier, j'ai compris des nouvelles choses, et je mets 1 d'effort pour 100 de résultats. Est-ce que je l'ai plus mérité à un endroit que l'autre ? Je pense pas. Le mérite n'a rien à voir là-dedans. Et la difficulté du travail n'amène pas de mérite. C'est pas parce que c'est facile que c'est mal. Si on peut le faire d'une façon plus facile, pourquoi le faire d'une façon plus dure ? Il n'y a pas de gloire à souffrir. Il y a une expérience que j'aimais bien faire avec nos clients sur des événements. Je leur demandais c'est quoi ton objectif ? Et ils me disaient par exemple 50 000. Et là je les regarde et dans le plus grand des calmes, je leur dis pourquoi pas 50 millions ? Et là la personne elle bug. On sent vraiment qu'il y a un truc dans sa tête, ça fait POC. Pourquoi elle bug ? Pas parce que 50 millions c'est trop, ça on s'en fout. Parce qu'elle vient de s'imaginer fois 1000 ce qu'elle faisait. Et elle se dit mais c'est impossible en fait. Précisément parce que t'es pas censé fois 1000 pour y arriver. Et si tu veux faire 50 et que je te dis pourquoi pas 100, t'arrives à t'imaginer faire x2 de ce que tu fais en charge de travail et tu te dis ok donc je vais travailler 2 fois plus dur. Mais si je te dis x 1000, x 2000, x 5000, x 10 000, c'est impossible. Tu vois, matériellement ça marche pas. Et donc là instantanément tu comprends que la solution n'est pas là. Si tu penses qu'il faut travailler plus dur, tu te contentes systématiquement d'objectifs qui s'atteignent en travaillant plus dur. T'as un bouquin, je crois que c'est Dan Sullivan, si je dis pas de bêtises, qui s'appelle 10x is easier than 2x, je crois, un truc comme ça. Je sais plus exactement le titre, mais c'est un truc qui s'approche. Et en gros, qui dit, faire x10 c'est plus simple que faire x2. Parce que faire x2 c'est un changement de, faire x10 c'est un changement de paradigme, alors que faire x2 c'est juste travailler plus dur. Si je ne peux pas x100 mon volume de travail, je dois trouver une autre solution.
travailler sur les mauvaises choses, on finit quand même par se rendre compte que ça marche pas. Là où c'est beaucoup plus pernicieux, c'est que si tu travailles sur des trucs et que tu fais, je sais pas, 5% de croissance tous les mois, grâce à ces efforts supplémentaires. Et là, forcément, ton cerveau te dit, ah bah ça marche, il faut que je continue. Ouais, mais non. Parce qu'en fait, 5% tous les mois au prix d'un dur labeur, ça vaut pas le coup. Dans ce cas-là, fais-en un peu moins et gagne un peu moins et ce sera très bien. Cherche l'effet de levier où est-ce que je vais chercher plus 150%, sachant que je peux pas faire 150% d'efforts supplémentaires. Ça, c'est la bonne question à se poser, c'est ça qui amène des vrais résultats. C'est un changement de paradigme. Travailler très très dur, ça a jamais de sens dans nos métiers. Il y a d'autres métiers où ça peut être le cas, c'est différent. Hein. Si demain tu veux être sportif professionnel, tu vas en chier. Dans nos métiers, ça n'a pas de sens. Pour moi, l'équivalent de travailler beaucoup dans nos métiers, c'est de travailler 8 heures par jour, 5 jours par semaine. Ça, c'est ceux qui bossent le plus. Ça n'a pas d'intérêt de bosser plus que ça déjà pour commencer. Et probablement que c'est beaucoup moins. Quand tu débutes, je te parle pas du temps de formation, je te parle vraiment du temps de travail. Si tu bosses 2 à 3 heures par jour, c'est largement suffisant. Parce qu'en fait, tu es en train de chercher des réponses, et c'est pas en travaillant plus dur que tu y arrives. C'est en réfléchissant mieux. Et de toute façon, plus ça va, plus c'est pas le volume d'heures qui détermine tes résultats. Moi, aujourd'hui, il peut y avoir des semaines où, tu vois, on est sur un méga gros projet, et je vais travailler 60 heures, 70 heures dans une semaine, ça m'arrive. Hein. Mais la plupart du temps, c'est plutôt 25. Et il y a des semaines, à 2-3 moments de l'année où c'est calme. Et en fait, vraiment, si je travaille 5 à 10 heures dans la semaine, c'est énorme. Je ne cherche pas à travailler plus pour avoir plus de résultats. Je travaille ce qui est nécessaire en fonction du moment. La réalité, c'est qu'on a des temps de travail qui sont relativement cool toute l'année, avec des extrêmes d'un côté et de l'autre de temps en temps. Je suis un peu feignant, donc j'ai jamais trop culpabilisé de pas travailler assez. Par contre, au début, moi j'avais l'inverse. J'ai dû me donner une certaine rigueur parce que je travaillais de la maison, je travaillais tout seul, personne ne me disait rien. Et j'étais plus jeune en plus, tu vois. Et si je sortais la veille, le lendemain je bossais pas. Et je me souviens d'un déclic, on est plusieurs copains entrepreneurs à l'avoir eu un peu au même moment. Ah tiens, si je ne sors plus la semaine, mon business se porte vachement mieux. Et en fait, t'as beaucoup de gens qui travaillent sur Internet, de la maison, etc., qui ont cette espèce de fantasme de je vais travailler à l'heure que je veux, les jours que je veux, du pays que je veux, etc. Dans notre audience, c'est quand même plutôt des parents, c'est pas le cas, mais il y a toute une portion de la population qui croit ça. Bizarrement, 100% des entrepreneurs web que je connais, qui ont la quarantaine par exemple, et par-dessus tout ceux qui font des millions de chiffres d'affaires, ils travaillent de 9h à 17h du lundi au vendredi et prennent de temps en temps leur mercredi après-midi parce que c'est le jour des enfants. Oh tiens, ils ont des horaires de salariés. Et à un moment, si on veut avoir une vie sociale, si on veut avoir une vie de famille, si on veut s'occuper de ses enfants, on travaille pas 14 heures par jour. Parce qu'on n'a pas que ça à foutre. Et si t'as 18 ans, que t'es dans un paradis fiscal, que t'as pas de vie sociale, et que t'as rien à faire à part aller pondre ton premier million, et que t'aimes ça, fonce. Très bonne idée. Moi, à 18 ans, je l'ai pas fait. À bientôt 40 avec un enfant bas âge, c'est plus le moment de travailler comme ça. Il faut que je travaille autrement. Il y a une question qu'on se pose régulièrement avec Xerius, avec l'équipe KP, et qui, moi, m'aide profondément à chaque fois à avoir des déclics. Dans les phases où c'est dur, on n'arrive pas à passer un truc, on se demande, et si c'était facile, ça ressemblerait à quoi? Et vraiment, c'est essayer de s'enlever toute pensée de difficulté et de se dire c'est facile, c'est facile, c'est facile, c'est facile. Bah si c'est facile, comment faut le faire? Ah tiens, si on le fait comme ça, c'est facile. Oh bon, on va le faire comme ça alors. Chercher la facilité. C'est élégant la facilité. Tout le monde croit que si c'est facile, c'est que c'est nul. Non. Il faut faire preuve d'énormément de finesse pour trouver les façons faciles de réussir. C'est pas du tout anodin. Et ça demande du travail de trouver des solutions faciles. Mais c'est les solutions qui ont le plus de potentiel sur le long terme. Donc si vous pouvez trouver la facilité, foncez.